La justice suspend l'interdiction du burkini sur les plages de Mandelieu-la-Napoule. Le maire de la ville avait interdit leur accès par un arrêté, une décision que le juge des référés n'estime donc pas justifiée. À noter qu'en 2012, la ville des Alpes-Maritimes avait été la première collectivité à bannir explicitement le burkini sur ses plages. Mais au fil des étés, autant d'arrêtés que de recours déposés par les associations ont fini par faire suspendre ces interdictions. La Ligue des droits de l'homme avait saisi la justice. On va en parler dans un instant avec Pierre Crépy qui vient de nous rejoindre à nouveau. Rebonsoir Pierre. On va parler dans un instant donc de cette Ligue des droits de l'homme qui très souvent saisit la justice dans ce type d'affaires et très souvent obtient gain de cause. Mais juste avant, écoutez ce sujet de François Tiskiewicz. À Mandelieu-la-Napoule, c'est devenu presque une habitude. Saisi en urgence par la Ligue des droits de l'homme, la justice administrative a suspendu l'exécution de l'arrêté municipal interdisant sur toutes les plages de la commune le port de tenues de bain manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse comme le burkini. Pour justifier son arrêté, le maire invoque notamment le contexte national de tensions interreligieuses et intercommunautaires, mais aussi des troubles et des heurts qui auraient eu lieu sur ces plages entre 2012 et 2016. Des événements jugés anciens et non établis par le juge des référés, qui a donc suspendu l'arrêté. La ville de Mandelieu prend acte du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice de la déconnexion entre le droit positif et la réalité du terrain et ses défis à relever par les élus, ainsi que la fidélité de la Ligue des droits de l'homme à ses grands combats existentiels. Le burkini, c'est la vie, les crèches de Noël à la poubelle. Une décision qui rappelle d'autres contentieux. En mai dernier, la mairie de Léguévin en Haute-Garonne avait elle aussi interdit le burkini dans sa piscine municipale. Saisie par la Ligue des droits de l'homme, la justice administrative avait suspendu puis annulé l'arrêté. C'est plus tellement la Ligue des droits de l'homme, c'est la Ligue des droits de l'islamisation de l'espace public. Et donc on est là sur le fait de favoriser un certain communautarisme. La ville de Léguévin avait été condamnée à verser 1 000 € de frais de justice à la Ligue des droits de l'homme. De son côté, Mandelieu-la-Napoule devra verser 1 500 € à l'association. Alors, Pierre Crépy, qui est cette Ligue des droits de l'homme qui, une nouvelle fois, se fait parler d'elle dans cette affaire ? Alors la Ligue des droits de l'homme, c'est une association, donc loi 1901, qui a été créée 3 ans auparavant, en 1898, en plein milieu de l'affaire Dreyfus. À l'époque, elle voulait défendre les droits et les libertés donc de l'homme avec un grand H. En clair, elle agit en justice contre toutes les décisions qu'elle estime contraires aux libertés publiques. En l'occurrence, pour le burkini, c'est important de le rappeler, elle a saisi le tribunal administratif. C'est bien un juge qui a décidé derrière de suspendre l'interdiction du port du burkini sur les plages de Mandelieu-la-Napoule. Mais l'association, elle, n'a que saisi le tribunal administratif. Elle n'a pas de pouvoir derrière. Ce qu'il faut comprendre, parce que c'est assez intéressant quand on va sur le site internet de la Ligue des droits de l'homme, elle mentionne, pour s'autodécrire, être une organisation politique, quoique non partisane, ce sont ses dires. En clair, elle ne dépend d'aucun parti, elle intervient dans le débat public et assume jouer un rôle de contre-pouvoir. Et alors, à ce jour, qui dirige cette association ? Une certaine Nathalie Théiot. Alors en clair, elle est arrivée à la présidence de la Ligue des droits de l'homme en 2024. Elle a même été réélue en mai dernier. C'est une avocate spécialisée dans les libertés publiques. Elle est membre de la Ligue des droits de l'homme depuis 1994. Elle s'est longtemps engagée sur différentes questions comme les pratiques policières, le droit des étrangers ou encore le droit de manifester. En clair, la Ligue des droits de l'homme, ce qui porte la controverse, ce qui pousse la controverse, c'est qu'il y a différentes questions qui sont abordées, souvent l'antiracisme, les droits sociaux, la lutte contre l'extrême droite ou encore l'immigration. On a l'impression que ça ressemble beaucoup à ce qu'est la gauche associative et progressiste, alors qu'on le rappelle, cette organisation qui se dit politique revendique n'être affiliée à aucun parti. Amine El-Bailly, pourquoi, lorsque la Ligue des droits de l'homme saisit la justice dans ces affaires, notamment ces affaires de burkini, qui sont devenus, c'est terrible de dire ça, mais qui sont presque devenus des marronniers. C'est comme ce qu'on dit dans le jargon journalistique, c'est-à-dire que l'été, il y a des municipalités qui essaient tant bien que mal de lutter justement contre le burkini sur leur plage et qui mettent en place des arrêtés, sauf que la Ligue des droits de l'homme saisit la justice et en général, elle obtient gain de cause. Moi, c'est toute la critique que je peux faire effectivement à la Ligue des droits de l'homme qui aujourd'hui est devenue la Ligue des droits de l'autre. Je suis un ancien ligard au demeurant et j'ai eu l'occasion de faire un stage d'études dans une section locale de la Ligue des droits de l'homme.
à l'époque, il était possible d'être de droite, c'est vrai, et d'être membre de la Ligue des droits de l'homme, en tant qu'elle était apartisane et affiliée à aucune organisation politique. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme s'est affiliée associativement à une confédération de plusieurs associations ouvertement engagées à gauche, avec malheureusement une orientation politique des saisines du juge administratif. Alors vous avez vu que eux se défendent de ne pas être partisans, Oui, alors vous savez, de ne pas avoir d'orientation politique. on a malheureusement un certain nombre d'arrêtés municipaux qui sont notoirement illégaux et qui émanent par exemple de municipalités de gauche et qui ne sont pas autant déférés devant le juge administratif qu'un certain nombre de municipalités de droite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai l'immense honneur aujourd'hui de présider une association qui agit par la même voie devant le juge administratif, qui s'appelle Vigiliberté, et qui a souvent vocation à déférer des arrêtés d'un certain nombre de communes, et notamment aussi des communes de gauche qui prennent des arrêtés municipaux illégaux, et que la Ligue des droits de l'homme c'est totalement illégal et que la Ligue des droits de l'homme ne défère pas devant le juge administratif. Toujours est-il Ça pose un problème. que vous ne répondez pas à ma question, Amine. Mais parce je que vais la Ligue répondre à des votre droits de l'homme, question. effectivement, prennent ce type d'initiative. Mais c'est pas. Une chose, mais que la justice leur donne raison, en est une autre. Alors, moi, vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais je n'en veux pas au tribunal administratif d'avoir suspendu cet arrêté. Pourquoi ? Parce que le juge administratif doit faire son travail, c'est-à-dire il doit faire un contrôle de proportionnalité. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on a vu un Burkini à Mandelieu-la-Napoule, c'était il y a 10 ans. Le juge administratif, c'est la bouche de la loi. C'est l'esprit de Montesquieu. Le juge est la bouche de la loi. Et pour que ça, pourtant le maire, lui, invoque un contexte de tension oui, mais c'est un interreligieuse, contexte national des incidents passés. Oui, mais c'est un contexte national et pas local. Pour que le juge administratif... Il parle de tension, d'incidents au sein de sa commune. C'était il y a 10 ans. Pour que le juge administratif puisse, aujourd'hui, et arrêtons de nous mentir, pour que le juge administratif puisse valider juridiquement ce type d'arrêté, il faut une loi contre l'islamisme. On n'a pas, à ce jour, je le dis ouvertement, il n'y a pas de loi en France parce que nous n'avons pas le courage politique de le faire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de loi contre l'islamisme. Statué au niveau national. Il faut une loi au Parlement pour interdire les frères musulmans, pour interdire l'islamisme, pour interdire le salafisme, parce que le burkini, c'est pas seulement un bout de tissu, c'est un bout de charia. C'est un bout de vêtements d'ailleurs qui est interdit d'ailleurs dans un certain nombre de pays. En Tunisie, par exemple, vous ne pouvez pas vous baigner à la plage avec un certain nombre de pays musulmans, il faut le dire. Dans beaucoup de pays musulmans, eh bien, on a pris l'initiative d'interdire le burkini parce qu'il est hors de question de faire pénétrer un certain nombre d'idéologies islamistes. Mais en France, en Occident, au nom de l'universalisme auquel s'attachent un certain nombre de droits, et notamment les droits de l'homme, eh bien, nous n'avons pas le courage de franchir ce cap, malgré les attentats terroristes. Et donc, moi, la question que je vous pose, c'est combien d'attentats islamistes, combien de prêches salafistes radicaux dans les mosquées il vous faudra pour comprendre qu'il faut une loi, aujourd'hui, en 2026, pas en 2027, maintenant, en 2026, pour mettre fin à l'islamisme dans ce pays et aider le juge à ne pas suspendre ce type d'arrêté. Guylain Chevrier est avec nous, docteur en histoire, ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil en intégration. Merci d'être en direct ce soir sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que vous pensez finalement, comme Amine Elbaï, que pour régler le problème, il faudrait que ce ne soit pas aux municipalités de statuer sur ces sujets-là, et il faudrait à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités? Oui, bien évidemment, mais il faut bien voir que les décisions qui sont prises par la justice en la matière reflètent aussi une certaine concurrence entre le droit national, le droit de l'État-nation, et le droit international. Autrement dit, on a une Convention européenne des droits de l'homme qui affirme le principe de la liberté religieuse. En France, il n'y a pas de liberté religieuse, il y a une liberté de culte, ce qui est tout de même assez différent. C'est-à-dire que la religion n'est pas considérée comme bénéficiant d'un statut particulier de liberté, mais de s'inscrire dans le cadre du principe de laïcité, de liberté de conscience et bien sûr garantie du libre exercice des cultes. Mais c'est tout à fait autre chose. Et donc le fait est que cette concurrence est de plus en plus importante au sens où, au nom des droits et libertés individuelles, on va faire jouer effectivement ce genre de revendication des droits contre le droit. Et c'est là où, effectivement, il y a une réflexion à avoir, une ligne à tenir, parce que, effectivement, c'est de la cohérence dont jaillit la lumière, et pas, effectivement, d'une sorte de débandade du droit, qui relève effectivement, de revendications particulières qui confinent donc à la différence des droits. Et d'ailleurs, le burkini
est un facteur aussi, si vous voulez, un repère pour ceux qui entendent en faire de cela un porte-drapeau, effectivement, d'une idéologie au nom de laquelle ils entendent radicaliser nos concitoyens musulmans. Donc, c'est aussi protéger nos concitoyens musulmans que mettre des limites à ces phénomènes. Et comme d'ailleurs ça a été fait avec l'abaya dans l'école, lorsque l'école était un peu assaillie par des signalements en la matière. Est-ce que c'est pas justement précisément de cette manière que l'islam politique avance progressivement, c'est-à-dire non pas nécessairement en violant la loi, mais en testant progressivement ce que la société française, ce que l'État français est prêt à accepter? Oui, ben c'est évident. Il y a une volonté de tester les limites pour faire reculer la République. Si vous voulez, le burkini sur une plage, c'est une rupture de l'égalité. La modernité qui est la nôtre, c'est une modernité démocratique. Elle ne devrait pas se discuter. C'est aussi une évolution des mœurs, fondamentalement. Dans une enquête de Sociovision, 47% de nos concitoyens musulmans considéraient que on devait leur laisser exprimer librement leur religion, et 82% des Français étaient déjà pour plus de réserves en la matière. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'on va perdre une société qui est une société construite sur les droits et libertés relatives aussi aux citoyens. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres, Évidemment. certes, mais c'est aussi une propriété collective, une responsabilité collective. Et là, il y a une rupture. Mais c'est aussi une rupture de l'égalité du fait de ce que représente aussi ce vêtement qui est une provocation, disons-le, comme l'abaya a pu l'être dans l'école. Dans l'école. On est Mais sur l'école, c'est encore différent, notamment c'est en matière de réglementation. C'est-à-dire lorsqu'on réglemente l'école, C'est dans le service c'est public. dans le service public et Oui. on peut interdire à l'entrée de l'école. Comment on peut aujourd'hui légiférer au niveau national, par exemple, en se disant, bah voilà, dans les plages, c'est interdit, le burkini est désormais interdit, Axel Ronde, concrètement, notamment pour les forces de l'ordre, ce serait assez compliqué après d'intervenir. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait on fixerait des amendes? Comment est-ce que ça pourrait Écoutez, s'il y a une loi nationale qui interdit effectivement ce port de vêtements dans la plage, bien évidemment, on mettra l'amende qui correspondra à cela. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une loi qui puisse... si on met une loi réelle, si vous parlez de... Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous savez, j'ai grandi, moi, à Roubaix. On a déjà une loi de 2010 qui interdit le port de la burqa. Il y a combien de contraventions aujourd'hui qui sont données à des femmes qui défient chaque jour la République dans l'espace public en portant la burqa? Vous savez, la burqa, c'est le voile intégral. Il n'y en a pas. J'en vois pas, il n'y a pas de verbalisation. Et aujourd'hui, en 2026, il y a encore plus de burqa qu'en 2010. Parce que ça risque de partir à l'émeute, on ne va pas se mentir. Ah oui, donc ça risque de on partir achète à la paix l'émeute. sociale. Donc ça confirme ce que dit Amine, c'est-à-dire que même quand on fixe des lois, on ne les applique pas forcément par crainte finalement C'est triste de dire ça, mais souvent, oui, on nous dit d'être très attentif à la physionomie du secteur quand on intervient, bien évidemment, pour éviter qu'il y ait des affrontements et des émeutes. Oui, André on le sait. Sico-Nicolas, ce constat, il est effrayant quand même. Ce qu'on est en train de dire est effrayant. Le premier constat qu'on doit faire, c'est que la Ligue des droits de l'homme, qu'elle se réclame de la gauche ou pas, ne fait pas les lois. Ça a été rappelé. Ce n'est pas elle qui fait les lois. Donc ils font un recours par rapport à un arrêté du maire. Mais une autre association, une autre nature, pourrait opposer un autre recours, y opposer un autre recours. Ça n'est ni la Ligue des droits de l'homme, ni les autres associations qui font les lois. Ceux qui font les lois, ce sont nos députés et nos sénateurs. Absolument. Et les tribunaux, notamment administratifs, ne font qu'appliquer la loi. Donc si le maire de Mandelieu a vu son arrêté repoussé, c'est parce qu'il n'était sans doute pas suffisamment établi. Vous dites que les tribunaux ne font qu'appliquer la loi. Vous savez bien aussi qu'il y a une appréciation qui est faite de la part des juges. Je crois que les tribunaux sont conduits par des gens tout à fait sérieux qui appliquent. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas sérieux. La loi. Je dis que pour appliquer la loi, il y a une appréciation qui est faite et qui est personnalisée. Il n'échappe à personne qu'un certain nombre de signes vestimentaires permettent de signifier quelque chose. Mais moi, ce que je crains derrière tout ça, c'est qu'en fait, l'effet soit contraire à ce qu'il était potentiellement espéré. C'est-à-dire que le maire, là, peut-être qu'il est en train de fabriquer des martyrs, entre guillemets,
qui vont être exploités par les islamistes politiques, ceux-là même qui veulent en effet imposer une certaine voie. André Sicot-Nicolas, quand on part de ce principe-là, si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on ne fait plus rien. Non, si, il y a une bataille. Il y a une bataille. À ce moment-là, on ne combat plus rien parce qu'on a peur de faire des martyrs. Au contraire, on respecte la loi, on se bat, j'allais dire, idéologiquement, pour l'universalisme, pour le respect de la laïcité, qui est la protection de tous les individus. Moi, je veux dire qu'on se baigne qu'on est en piscine, il faut y aller avec un bonnet et un maillot de bain. C'est la règle. Elle est d'hygiène. Qu'on veuille se baigner... Le bonnet n'est pas obligatoire à la plage. Qu'on veuille se baigner d'une certaine manière, d'une autre manière, en mer ou en rivière, c'est un autre problème. Oui, mais fondamentalement, je crains que la décision du maire fasse le jeu des islamistes politiques. Guylain Chevrier, vous souhaitez réagir? Il faut se battre pour la laïcité. Guylain Chevrier. Oui, si vous voulez, ce qui différencie une société, un État de droit, précisément d'un État religieux ou de toute autre forme d'État, c'est le fait qu'on respecte ce qu'on appelle la règle de droit, c'est-à-dire l'État légal rationnel, c'est-à-dire le fait de produire des lois qui passent par un processus connu de tous les citoyens et donc légitime, et qui s'applique ensuite. La règle de droit, elle est abstraite, générale, elle s'applique à tous sur le territoire, elle est obligatoire et elle est sanctionnée si elle ne l'est pas. Elle n'existe pas. D'ailleurs, on parlait de la loi du 11 octobre 2010 d'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Lorsqu'il y a eu effectivement des interventions, comme Attrape, ça a donné lieu effectivement au début à des manifestations, y compris assez violentes. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, je vois moins effectivement ce genre de phénomène. Par contre, indéniablement, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, un petit peu plus, c'est effectivement ce qu'on appelle le niqab. C'est-à-dire qu'on essaye par des biais, par exemple, à l'université, on va voir des masques chirurgicaux apparaître sur des étudiantes pendant les cours. On voit que indirectement, par destination, on va utiliser quelque chose qui va permettre d'imposer, finalement, si vous voulez, effectivement, ses convictions religieuses et de faire d'une certaine manière aussi de la provocation. C'est vrai à l'hôpital avec le calot qui doit être porté qu'au bloc et en réanimation et qui est porté tout le temps. Et on a des procès maintenant contre le service public de l'hôpital avec des personnes qui pratiquent ce genre de choses. On voit très bien qu'effectivement, on teste la République. La meilleure façon que la République puisse réagir, c'est de faire des règles cohérentes qui correspondent à nos principes relatifs à notre Constitution, c'est-à-dire le respect d'abord du principe d'égalité. Parce que le burkini, quand même, rappelons-le, est un signe qui veut dire « je suis pur ». Les autres sont impurs. Et alors que précisément dans le Coran, on trouve plusieurs sourates qui définissent l'infériorité des femmes en matière juridique, que ce soit c'est en faisant vivre, c'est en faisant vivre donc il faut être très clair là-dessus. C'est en faisant vivre les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, qu'on viendra à faire reculer l'islamisme politique. Pas d'une façon administrative. Juste deux choses sur la forme, effectivement, le juge administratif n'est pas sans l'autre. A considéré qu'il n'y avait pas de risque concret et avéré à l'ordre public, et il a donc mis un holà au pouvoir du maire. Mais la question de fond, c'est finalement quel est le pouvoir de police du maire a des limites. Alors que le premier élu, celui qui connaît sa ville, celui qui connaît ses territoires, celui qui connaît ses terrains, les cités, celui auquel les Français ont plus confiance d'ailleurs. Mais il ne fait pas les lois. Donc lui, il est quand même plus... Et c'est pour ça c'est pas chacun va faire sa loi, mais qu'on soit maire. Oui, mais très bien. C'est pas possible. Attendez, pas de en même temps, s'il vous plaît. Oui, mais si à Mandelieu-la-Naplouse, comme en 2016 à Villeneuve-Loubet, juste après les attentats, sur des territoires très où il y avait beaucoup de pression, le juge est incapable de dire au maire « oui, tu as raison, même si l'interdiction générale n'est pas la règle, mais aujourd'hui on a une exception », et c'est peut-être le cas à Villeneuve-Loubet, il ne va pas dans ce sens et préfère prendre la jurisprudence, c'est nier au maire le premier édile et le premier élu, le plus proche et le plus aimé du citoyen. Donc, un moment, sa population. Deuxième chose, sur le fond, c'est l'histoire qu'on veut donner à la nation française. Moi, j'en veux à la France avec beaucoup de mes collègues, parce que nos jeunes, aujourd'hui, finalement, on leur dit... Voilà le spectacle qu'on leur donne. C'est-à-dire que quel schéma, quelle nation on veut construire ? Qu'est-ce que la France aujourd'hui ? Qu'est-ce que la République française ? Est-ce que, justement, c'est ce burkini dans les plages ? C'est quoi ? Mais il y a aussi le sort qu'on fait aux jeunes. On avance. Le tribunal administratif. Et les 8% de chômeurs. Ça pose des vrais problèmes. Merci beaucoup.